Le tableau que je viens de dresser avait pour but de mettre en exergue, d'une part, les enjeux de reconversion et de diversification industrielle sous l'angle de notre organisation syndicale, s'articulant autour de l'intérêt général, du bien-être au travail et du danger que le capital s'accapare cette thématique ainsi que les aspects environnementaux dans une optique de logique marchande et de compétitivité et non dans un esprit de coopération et de redistribution de richesses juste. Et d'autre part, vous illustrez au travers de l'un ou l'autre exemple des quelques évolutions au niveau des secteurs que je m'en occupe. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Michael Venturi. C'était une intervention très riche. Vous venez encore de souligner les différents points que vous avez présentés dans votre intervention. Je crois que vous posez déjà des jalons sur des questions qu'on va développer tout au long de cette rencontre. Donc, vous montrez la question de la rupture avec un système marchand et compétitif, la question des filières et de l'intégration de ces filières dans une stratégie, et aussi la question de l'État, peut-être, de l'intervention de cet État dans une vision stratégique dans laquelle les travailleurs seraient au centre. Je vous propose maintenant de nous tourner vers le sud de l'Europe et d'aller d'inviter Monsieur Carlos Camarero, qui est le secrétaire confédéral de santé et environnement des Comisiones Obreras, à nous donner une présentation aussi des enjeux pour son syndicat et sur la question de la reconversion industrielle sur le cas espagnol. Monsieur Camarero. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bonjour, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir présenter notre point de vue dans cette table ronde sur la reconversion industrielle. Je voudrais commencer en disant que la transition énergétique et la transition écologique sont un facteur important de la transformation industrielle dans le monde, non seulement dans les pays industrialisés. Il s'agit de facteurs qui vont avoir une influence et qui vont laisser leurs traces dans le programme industriel. D'abord, parce que la transition énergétique, la décarbonisation nécessaire, qui en plus s'appuie sur des engagements internationaux souscrits lors des accords de Paris et les règles territoriales de l'Union européenne et les normes qui obligent les pays à progresser dans cette transition écologique. Ceci marque clairement la politique industrielle et nous oblige à penser à une décarbonisation non seulement du secteur électrique, mais également de tous les secteurs liés à l'énergie. Je pense par exemple au secteur des transports, la gestion des bâtiments, des immeubles, la culture également. Tous ces éléments ont une composante électrique et tout ceci va se voir affecté par la décarbonisation. Donc, nous considérons que ce changement va produire beaucoup de bouleversements dans l'emploi et dans de nombreux secteurs et il faudra penser à des politiques qui puissent mitiger ce genre de problème. D'une part, nous pensons qu'il y a de nouveaux secteurs qui verront le jour. Il est clair que les combustibles fossiles, les centrales thermiques et nucléaires vont être remplacés par des centres de production à partir d'énergie renouvelable, dans certains pays plus intensément que dans d'autres. Et puis, il y a d'autres aspects de l'énergie, comme par exemple la rénovation, réhabilitation de bâtiments qui va donner naissance à un type d'industrie, de secteur d'emploi avec des matériaux
de nouveaux matériaux pour la rénovation et la construction et créera de nouvelles opportunités pour pouvoir nous adapter à la nouvelle donne. Avant, je vous parlais des transports. Le transport est un secteur qui doit également subir une transformation. Il est lié à l'industrie, par exemple l'industrie automobile. L'Espagne est l'un des principaux producteurs d'automobiles en Europe et nous voyons bien qu'une évolution du secteur est nécessaire vers la production de véhicules électriques ou même vers des professions liées aux services de mobilité, en particulier dans les grandes villes. D'autre part, nous constatons que le secteur aéronautique est un secteur très difficile de décarboniser car les technologies ne sont pas encore mûres et ici, une reconversion sera nécessaire qui va avoir un effet sur la fabrication des appareils et des avions. Dès lors, il y a là un autre élément qui fait que dans au niveau plutôt national, on pourrait passer progressivement plus du transport par chemin de fer plutôt que par avion. Et également pour le tourisme, il pourrait y avoir une certaine évolution qui se produit, une transformation qui, malgré tout, aura des complications du point de vue de l'emploi. Il y a bien entendu une transformation liée à la transition énergétique, mais celle-ci s'accompagne d'une transition écologique complémentaire qui exige que l'industrie produise de façon de plus en plus propre avec une réduction des substances chimiques dangereuses et une décontamination accrue des processus de production industrielle et également un passage, une intensification de l'économie circulaire, comme a dit notre collègue belge. C'est un sujet extrêmement important parce que d'une part, nous voyons que certains produits, je parle par exemple les plastiques, en particulier pour les emballages, est un problème généralisé dans le monde. Et là, on pourrait penser au passage vers d'autres matériaux comme les bioplastiques ou vers d'autres matériaux qui produiraient des déchets moins nocifs. Pensons par exemple au bois. Il faut également penser aux matériaux dans la transition énergétique et écologique. Les matériaux métalliques sont de plus en plus chers, de plus en plus difficiles à extraire. Donc, certains de ces matériaux devraient pouvoir être recyclés de sorte à créer une moindre dépendance en ce sens. Ceci donnera naissance à de nouvelles industries de récupération, de recyclage dans l'économie circulaire et ceci peut être générateur d'emplois de façon assez importante. Donc, il nous faut penser à ce que nous allons faire pour pouvoir aboutir à cette transition écologique et il faut accompagner les industries vers l'adaptation des emplois et ce que nous appelons une transition juste, nous les syndicats. Il y a deux facteurs importants à considérer pour faire le travail convenablement. La première chose, c'est une programmation convenable, c'est-à-dire avec des feuilles de route bien définies, des stratégies, des plans au niveau européen, bien entendu, avec le cadre réglementaire de l'Union européenne. Et également, il nous faudra également penser à des stratégies de transition juste, c'est-à-dire une programmation des développements sectoriels et industriels auxquels il faut songer et des stratégies de transition juste qui, en Espagne,
à commencer par l'adaptation pour réduire la dépendance des centrales électriques, thermiques et nucléaires, mais il faut étendre ceci à d'autres secteurs comme le secteur automobile, de l'information, de l'aviation, des transports en général, et donc programmer, comme je dis, ces stratégies et accompagner tous ces processus pour que ceci se traduise en une création d'emplois nouveaux au niveau sectoriel et ainsi donner une possibilité aux travailleurs qui perdent leur emploi de pouvoir recevoir la formation et de pouvoir les replacer dans les nouveaux emplois qui seront créés. Et ceci, c'est quelque chose qui devra bien entendu se faire avec un dialogue entre partenaires sociaux, avec les gouvernements, avec les dirigeants d'entreprises. Et ça, c'est le cadre dans lequel la Commission Obreras essaye d'aborder ces processus qui sont compliqués. Et je n'ai plus grand-chose à ajouter. Merci beaucoup. Parole. Merci beaucoup pour cette intervention qui complète celle précédente et qui centre aussi voilà, la question qui propose plusieurs points sur la question des opportunités ou des secteurs qui s'ouvrent avec la question de la décarbonisation, notamment, vous l'avez précisé, M. Camarero, toujours la vision d'avoir une certaine vision stratégique et l'importance de soutenir les industries avec des plans qui parfois existent, parfois n'existent pas. Et je pense que sur ça, peut-être, on va pouvoir avoir un point de vue peut-être différent, en tout cas géographiquement complètement éloigné, et qui va venir compléter cette présentation pour l'instant basée, centrée sur l'Europe. Donc, je vais inviter Monsieur Ling Sung-hik à venir, qui est le secrétaire confédéral en charge des questions environnementales, climatiques et du transport de la Confédération KCTU de Corée du Sud. Donc, qui nous fait le plaisir d'être là, bien qu'il soit déjà tard en Corée. Et on vous remercie de prendre sur ce temps et d'être là avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Monsieur Lee. 대단히 반갑습니다. 사전 회의 때 이제 참석하지 못해서 충분히 그 이야기를 나누지 못했던 것이 많이 아쉽고요. 오늘 이 자리에서는 그 뭐 한국 사회에서도 이제 여러 가지 고민이 있지만 자동차 산업을 위주로 많은 고민들이 있고 거기에 대해서 이제 금속노조가 올해 가져가려는 사업 방향에 대해서 좀 소개를 시켜드리고 싶습니다. 잠깐 화면을 공유하도록 하겠습니다. 화면 공유가 안 되고 있는데요. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on a un problème d'interprétation au niveau du coréen. On n'a pas du tout de retour sur le canal français. Est-ce que c'est la même chose dans les autres langues? C'est arrangé maintenant. Excusez-nous. On peut y aller là. Normalement, ça devrait marcher. Voilà, ça va. Est-ce qu'on peut Allez-y. voir ce qui se passe sur le canal français? Non, voilà, c'est en ordre. Monsieur, il peut maintenant. reprendre. Voilà, Monsieur de la CTU, il peut reprendre. Il faut lui demander de recommencer, parce qu'on n'a rien entendu. 제가 그 원래 이제 화면 공유를 하기로 되어 있는데. Alors. Ce sont un peu les aléas du direct et les questions de traduction. On essaye de pouvoir fournir le plus de traduction possible. Et d'ailleurs, on remercie les traducteurs qui font un très grand travail, mais ce n'est pas toujours facile à coordonner autant de langues et avec des gens aussi placés un peu aux quatre coins de la planète. C'est ce qui fait la
l'intérêt aussi de ces sessions Zoom, mais qui compliquent aussi les questions techniques. On espère d'ailleurs très bientôt pouvoir un jour se retrouver en présence et échanger de nouveau tous ensemble. Alors, je ne sais pas si je lis un peu le chat. Oui. Oui, il C'est faut en ordre repartir là. maintenant, c'est en ordre. Allez-y, on peut recommencer. On va peut-être alors essayer de retenter, puisque l'interprète nous demande Oui. d'essayer de retenter. Allons-y. Est-ce que, Monsieur Lee, vous pourriez peut-être recommencer? On est désolé, mais pour essayer de voir si ça fonctionne cette fois-ci. Allez, d'accord. Monsieur Lee, on va repartir. On a eu un petit contretemps, mais on devrait pouvoir vous entendre maintenant. Donc, je vous redonne la parole. Merci. 지금 제가 이야기를 하면 될까요? 아니면 좀 기다려야 되나요? Alors, 네, 오늘 저희가 화면을 좀 공유하고 말씀을 드리려고 했는데요. 화면 공유가 되지 않아서 그냥 말씀 좀 드리도록 하겠습니다. 한국은 주로 이제 기후. désolé, je n'entends pas le relais. J'entends pas le relais vers l'anglais. Désolé, mais nous n'entendons pas le relais de l'anglais. Alors, on me dit qu'en français, ça ne marche toujours pas. Le relais de l'anglais ne fonctionne pas. Je n'entends pas. L'interprète français n'entend pas le relais de l'anglais. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Alors, bon. Nous sommes une société automobile. Je vais parler de la situation coréenne dans l'OEM. Nous avons énormément d'électrification et donc près de 10 000 emplois dans l'électrification ont été créés. Mais les moteurs à combustion, les emplois ont diminué de 25 000 têtes. Donc, si on regarde le nombre de sociétés qui produisent des voitures, nous pensons qu'il y a à peu près 3 000 sociétés qui produisent des pièces pour l'automobile vont disparaître. Si on regarde une industrie unique, en parlant de la transition, il y aura un changement important dans l'emploi et donc il nous faudra un réseau de sécurité en place. Ce sera très important et donc le gouvernement, pour le Green New Deal, est en train de penser à des filets de sécurité, des politiques en ce sens. Mais lorsqu'on regarde cette nouvelle donne gouvernementale, il semblerait que le gouvernement reprend ce qui devrait être fait par les sociétés. Et plutôt que de venir avec des politiques de protection, en fait, les gouvernements pensent plutôt à des politiques de formation alternative. Le changement ne se produira pas d'un jour à l'autre, mais le gouvernement ne nous fournit que très peu de détails sur la manière dont ils vont procéder à cette nouvelle formation et très peu de détails également sur le Green New Deal, les effets sur l'emploi, etc. Dès lors, si vous regardez les engins, les moteurs à explosion, vous verrez qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être perdus et donc il faudra penser à des politiques permettant de réorienter ces travailleurs. Les politiques gouvernementales et les orientations du gouvernement, la KMWU a décidé qu'il devait présenter une contre-proposition à celle du gouvernement. Ce que nous disons, c'est que nous pensons qu'il nous faut avoir des principes pour une transition dans le secteur industriel pour pouvoir répondre au développement technologique. Les travailleurs doivent prendre une part active.
Et lorsqu'il y a des changements écologiques ou lorsqu'il y a une décarbonisation nécessaire, nous avons besoin d'un nouveau mode de production qui soit harmonieux par rapport aux travailleurs et il nous faut pouvoir créer des emplois décents. Il nous faut penser à un processus permettant de résoudre les inégalités actuelles, ce qui ne peut aller que en faveur du public. Le KMWU cherche à réformer les institutions et les règlements en place de sorte à pouvoir permettre ce changement. Nous estimons qu'il nous faut une convention collective nationale pour la transition industrielle et nous pensons que les travailleurs doivent doivent pouvoir avoir une sécurité sociale et lorsqu'il y a du chômage, il faut pouvoir penser à un filet de sécurité pour les travailleurs. Il nous faut donc exiger un accord de transition industrielle. Nous pensons que il nous faut prendre une attitude proactive plutôt par rapport à la transition. Et en deuxième lieu, la transition industrielle ne devrait pas être laissée uniquement à la discrétion des sociétés et des entreprises, mais la codétermination doit être clé, le facteur qui permet à ce qu'il y ait une solution à la situation. La codétermination doit pouvoir se faire de telle sorte à ce qu'elle renforce les droits des travailleurs, le contrôle des travailleurs et doit permettre de passer à un mode de production qui ne vise que le profit pour pouvoir avoir un système social où l'intérêt public est considéré également. En Corée, nous avons déjà un exemple similaire en ce qui concerne le filet de sécurité. Dans une province coréenne, le gouvernement a proposé un fonds de transition. Il y a une ordonnance qui régule ce fonds de transition, un fonds qui sera géré par différentes parties prenantes et dans laquelle les personnes touchées par la transition auront un mot à dire. Nous pensons que les travailleurs doivent pouvoir participer à ce processus de gestion du fonds de transition. Le gouvernement coréen appuie la transition que les sociétés et les entreprises poursuivent et c'est quelque chose à laquelle nous devons répondre. Et c'est une chose que nous devons considérer pour une transition juste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lee, et encore désolé pour ces difficultés techniques. Je crois qu'il devait y avoir un PowerPoint qui n'a pas pu apparemment être présenté, donc il vous est envoyé là. On pourra peut-être revenir tout à l'heure sur certains points, Monsieur Lee, si vous avez s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir à l'aide du PowerPoint, on pourra refaire une présentation un peu plus exhaustive. En tout cas, je crois que vous avez déjà soulevé pas mal de points aussi essentiels sur la situation coréenne, mais aussi plus largement sur d'autres. Ah, voilà, je vois le PowerPoint qui s'affiche. Donc, peut-être que s'il y a certains points sur lesquels vous voulez revenir maintenant, Monsieur Lee, je vous laisse l'opportunité de le faire, si vous voulez détailler un peu plus. Donc, si vous regardez cette diapositive PowerPoint, il s'agit ici de l'idée que nous avons pour une période de transition. Une des choses les plus importantes
c'est la première chose, c'est que nous ne savons pas combien de temps durera cette transition. Et le gouvernement parle de la création d'emplois, mais nous ne savons pas de quelle en sera l'étendue. Et pendant cette période de transition, il nous faudra un filet de sécurité très important. Et pour pouvoir créer ce filet de sécurité, il nous faut nous assurer que les gens puissent avoir un salaire de base, qu'il y ait que les impôts soient en rapport, qu'il y ait des politiques fiscales du gouvernement qui ne soient pas une barrière. L'éducation et la reformation sont importants, mais nous pensons qu'il faut penser d'abord à renforcer le filet de sécurité, un filet de sécurité sociale pour les travailleurs sur lequel nous devons insister. Et la dernière chose que je voulais vous dire, ça c'est l'exemple dont je vous parlais dans la province de Hontom Tundo, où il y a un fonds qui a été créé pour financer. On regarde un peu si ça amélioré du côté de la Dans l'OEM. Nous avons énormément d'électrification et donc près de 10 000 emplois dans l'électrification ont été créés. Mais les moteurs à combustion, les emplois ont diminué de 25 000 têtes. Donc, si on regarde le nombre de sociétés qui produisent des voitures, nous pensons qu'il y a à peu près 3 000 sociétés qui produisent des pièces pour l'automobile vont disparaître. Si on regarde une industrie unique en parlant de la transition, il y aura un changement important dans l'emploi et donc il nous faudra un réseau de sécurité en place. Ce sera très important et donc le gouvernement, pour le Green New Deal, est en train de penser à des filets de sécurité, des politiques en ce sens. Mais lorsqu'on regarde cette nouvelle donne gouvernementale, il semblerait que le gouvernement reprend ce qui devrait être fait par les sociétés. Et plutôt que de venir avec des politiques de protection, en fait, les gouvernements lancent plutôt des politiques de formation alternative. Le changement ne se produira pas d'un jour à l'autre, mais le gouvernement ne nous fournit que très peu de détails sur la manière dont ils vont procéder à cette nouvelle formation et très peu de détails également sur le Green New Deal, les effets sur l'emploi, etc. Dès lors, si vous regardez les engins, les moteurs à explosion, vous verrez qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être perdus et donc il faudra penser à des politiques permettant de réorienter ces travailleurs. Les politiques gouvernementales et les orientations du gouvernement, la KMWU a décidé qu'il devait présenter une contre-proposition à celle du gouvernement. Ce que nous disons, c'est que nous pensons qu'il nous faut avoir des principes pour une transition au secteur industriel pour pouvoir répondre au développement technologique. Les travailleurs doivent prendre une part active. Et lorsqu'il y a des changements écologiques ou lorsqu'il y a une décarbonisation nécessaire, nous avons besoin d'un nouveau mode de production qui soit harmonieux par rapport aux travailleurs et il nous faut pouvoir créer des emplois décents. Il nous faut penser à un processus permettant de résoudre les inégalités actuelles, ce qui ne peut aller que en faveur du public. Le KMWU cherche à réformer les institutions et les règlements en place de sorte à pouvoir permettre ce changement. Nous estimons qu'il nous faut une convention collective nationale pour la transition industrielle et nous pensons que les travailleurs doivent doivent pouvoir avoir une sécurité sociale et lorsqu'il y a
chômage, il faut pouvoir penser à un filet de sécurité pour les travailleurs. Il nous faut donc exiger un accord de transition industrielle. Nous pensons que il nous faut prendre une attitude proactive plutôt par rapport à la transition. Et en deuxième lieu, la transition industrielle ne devrait pas être laissée uniquement à la discrétion des sociétés et des entreprises, mais la codétermination doit être clé, le facteur qui permet à ce qu'il y ait une solution à la situation. La codétermination doit pouvoir se faire de telle sorte à ce qu'elle renforce les droits des travailleurs, le contrôle des travailleurs et doit permettre de passer à un mode de production qui ne vise que le profit pour pouvoir avoir un système social où l'intérêt public est considéré également. En Corée, nous avons déjà un exemple similaire en ce qui concerne le filet de sécurité. Dans une province coréenne, le gouvernement a proposé un fonds de transition. Il y a une ordonnance qui régule ce fonds de transition, un fonds qui sera géré par différentes parties prenantes et dans laquelle les personnes touchées par la transition auront un mot à dire. Nous pensons que les travailleurs doivent pouvoir participer à ce processus de gestion du fonds de transition. Le gouvernement coréen appuie la transition que les sociétés, les entreprises poursuivent et c'est quelque chose à laquelle nous devons répondre. Et c'est une chose que nous devons considérer pour une transition juste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lee, et encore désolé pour ces difficultés techniques. Je crois qu'il devait y avoir un PowerPoint qui n'a pas pu apparemment être présenté, donc il vous est envoyé là. On pourra peut-être revenir tout à l'heure sur certains points, Monsieur Lee, si vous avez, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir à l'aide du PowerPoint, on pourra refaire une présentation un peu plus exhaustive. En tout cas, je crois que vous avez déjà soulevé pas mal de points aussi essentiels sur la situation coréenne, mais aussi plus largement sur d'autres. Ah, voilà, je vois le PowerPoint qui s'affiche. Donc, peut-être que s'il y a certains points sur lesquels vous voulez revenir maintenant, Monsieur Lee, je vous laisse l'opportunité de le faire, si vous voulez détailler un peu plus. Donc, si vous regardez cette diapositive PowerPoint, il s'agit ici de l'idée que nous avons pour une période de transition. Une des choses les plus importantes, c'est la première chose, c'est que nous ne savons pas combien de temps durera cette transition. Et le gouvernement parle de la création d'emplois, mais nous ne savons pas de quelle en sera l'étendue. Et pendant cette période de transition, il nous faudra un filet de sécurité très important. Et pour pouvoir créer ce filet de sécurité, il nous faut nous assurer que les gens puissent avoir un salaire de base, que les impôts soient en rapport, qu'il y ait des politiques fiscales du gouvernement qui ne soient pas une barrière. L'éducation et la reformation sont importants, mais nous pensons qu'il faut penser d'abord à renforcer le filet de sécurité, un filet de sécurité sociale pour les travailleurs sur lequel nous devons insister.
Et la dernière chose que je vais vous dire, ça c'est l'exemple dont je vous parlais dans la province de Huntom-Tundo, où il y a un fonds qui a été créé pour financer une transition juste. Il y a plusieurs parties prenantes, les participations du gouvernement local, les syndicats qui participent, la société, les organisations de la société civile également, dans le processus de décision sur la manière dont il faut gérer et utiliser ce fonds. Et ça, c'est une autre option que nous avons. Et c'est un défi que nous avons pour cette période. Donc, voilà, c'est avec cela que je conclue ma présentation. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour cette présentation et ce document. Juste très brièvement, pour reprendre quelques points qui me paraissent importants à mettre en perspective, le fait que vous présentiez la question de la transition et de l'évolution des emplois avec, allant de pair avec la question de la protection sociale, la question d'un emploi, de bons emplois et d'emplois protégés, qui est aussi au centre, je crois, de beaucoup de préoccupations et de lutte aussi des salariés pour protéger ces emplois. Et on voit qu'on ne peut pas séparer ces deux questions. Et la question de la formation est aussi centrale dans ce que vous nous avez présenté. Sans prendre non plus plus de temps, j'aimerais partir cette fois-ci sur un autre continent et inviter Guillaume Valois, qui est membre du syndicat AIMTA du Canada, à venir nous présenter les enjeux de son syndicat et de la région. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Oui, chez moi, il est très tôt, donc je vais peut-être être un peu embrouillé, décousu, mais ça va s'améliorer avec le temps. Donc, oui, c'est ça. Nous, pour ne pas recouper, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux qui se rejoignent, peu importe la région du monde dans laquelle on se trouve. Je vois qu'il n'y a pas d'anglais pour le moment. Est-ce que la traduction fonctionne bien? Ou c'était un vieux message, peut-être. Bref, je vais continuer. Tout ce qui est par rapport à la formation, à la transition aussi pour la question de la gestion des brevets, la recherche et développement, tout ça a déjà été dit, ça se recoupe. Je crois que nous, justement, par rapport Guillaume, à... je suis Oui. désolé de vous couper, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de traduction en anglais. C'est ce qui s'inscrit sur le chat. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai vu aussi. Est-ce que vous voulez que j'attende? Est-ce qu'on peut faire un petit point, voir si le problème avec le qu'on m'entend pas, ouais. Oui, français sur l'anglais. Encore une fois, on s'excuse, mais c'est vrai que c'est indépendant de nos volontés. Les traducteurs travaillent très dur aussi. Et ça prouve aussi les limites du virtuel parfois. On ne peut pas arriver à remplacer les interactions réelles. Mais en tout cas, je pense qu'on arrive en tout cas à avoir des échanges qui sont très, très riches et qui font écho, même si parfois les points divergent aussi, ce qui est intéressant de mettre en perspective aujourd'hui. Le tableau que je viens de dresser avait pour but de mettre en exergue, d'une part, les enjeux de reconversion et de diversification industrielle sous l'angle de notre organisation syndicale, s'articulant autour de l'intérêt général, du bien-être au travail et du danger que le capital s'accapare cette thématique ainsi que les aspects environnementaux dans une optique de logique marchande et de compétitivité et non
dans un esprit de coopération et de redistribution de richesses juste. Et d'autre part, vous illustrez au travers de l'un ou l'autre exemple des quelques évolutions au niveau des secteurs que je m'en occupe. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Michael Venturi. C'était une intervention très riche. Vous venez encore de souligner les différents points que vous avez présentés dans votre intervention. Je crois que vous posez déjà des jalons sur des questions qu'on va développer tout au long de cette rencontre. Donc, vous montrez la question de la rupture avec un système marchand et compétitif, la question des filières et de l'intégration de ces filières dans une stratégie, et aussi la question de l'État, peut-être, de l'intervention de cet État dans une vision stratégique dans laquelle les travailleurs seraient au centre. Je vous propose maintenant de nous tourner vers le sud de l'Europe et d'aller d'inviter Monsieur Carlos Camarero, qui est le secrétaire confédéral de Santé et Environnement des Comisiones Obreras, à nous donner une présentation aussi des enjeux pour son syndicat et sur la question de la reconversion industrielle sur le cas espagnol. Monsieur Camarero. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bonjour, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir présenter notre point de vue dans cette table ronde sur la reconversion industrielle. Je voudrais commencer en disant que la transition énergétique et la transition écologique sont un facteur important de la transformation industrielle dans le monde, non seulement dans les pays industrialisés. Il s'agit de facteurs qui vont avoir une influence et qui vont laisser leurs traces dans le programme industriel. D'abord, parce que la transition énergétique, la décarbonisation nécessaire, qui en plus s'appuie sur des engagements internationaux souscrits lors des accords de Paris et les règles territoriales de l'Union européenne et les normes qui obligent les pays à progresser dans cette transition écologique. Ceci marque clairement la politique industrielle et nous oblige à penser à une décarbonisation non seulement du secteur électrique, mais également de tous les secteurs liés à l'énergie. Je pense par exemple au secteur des transports, la gestion des bâtiments, des immeubles, la culture également. Tous ces éléments ont une composante électrique et tout ceci va se voir affecté par la décarbonisation. Donc, nous considérons que ce changement va produire beaucoup de bouleversements dans l'emploi et dans de nombreux secteurs. Et il faudra penser à des politiques qui puissent mitiger ce genre de problème. D'une part, nous pensons qu'il y a de nouveaux secteurs qui verront le jour. Il est clair que les combustibles fossiles, les centrales thermiques et nucléaires vont être remplacés par des centres de production à partir d'énergie renouvelable dans certains pays plus intensément que dans d'autres. Et puis, il y a d'autres aspects de l'énergie, comme par exemple la rénovation, réhabilitation de bâtiments qui va donner naissance à un type d'industrie, de secteur, d'emploi, avec des matériaux, de nouveaux matériaux pour la rénovation et la construction et créera des nouvelles opportunités pour pouvoir nous adapter à la nouvelle donne. Avant, je vous parlais des transports. Le transport est un secteur qui doit également subir une transformation. Il est lié à l'industrie, par exemple l'industrie automobile. L'Espagne est l'un des principaux producteurs d'automobiles en Europe et nous voyons bien qu'une évolution du secteur est nécessaire vers la production de véhicules électriques ou même vers des
professions liées aux services de mobilité, en particulier dans les grandes villes. D'autre part, nous constatons que le secteur aéronautique est un secteur très difficile de décarboniser car les technologies ne sont pas encore mûres et ici, une reconversion sera nécessaire qui va avoir un effet sur la fabrication des appareils et des avions. Dès lors, il y a là un autre élément qui fait que dans au niveau plutôt national, on pourrait passer progressivement plus du transport par chemin de fer plutôt que par avion. Et également pour le tourisme, il pourrait y avoir une certaine évolution qui se produit, une transformation qui, malgré tout, aura des complications du point de vue de l'emploi. Il y a bien entendu une transformation liée à la transition énergétique, mais celle-ci s'accompagne d'une transition écologique complémentaire qui exige que l'industrie produise de façon de plus en plus propre avec une réduction des substances chimiques dangereuses et une décontamination accrue des processus de production industrielle et également un passage, une intensification de l'économie circulaire, comme a dit notre collègue belge. C'est un sujet extrêmement important parce que d'une part, nous voyons que certains produits, je parle par exemple les plastiques, en particulier pour les emballages, est un problème généralisé dans le monde. Et là, on pourrait penser au passage vers d'autres matériaux comme les bioplastiques ou vers d'autres matériaux qui produiraient des déchets moins nocifs. Pensons par exemple au bois. Il faut également penser aux matériaux dans la transition énergétique et écologique. Les matériaux métalliques sont de plus en plus chers, de plus en plus difficiles à extraire. Donc, certains de ces matériaux devraient pouvoir être recyclés de sorte à créer une moindre dépendance en ce sens. Ceci donnera naissance à de nouvelles industries de récupération, de recyclage dans l'économie circulaire et ceci peut être générateur d'emplois de façon assez importante. Donc, il nous faut penser à ce que nous allons faire pour pouvoir aboutir à cette transition écologique et il faut accompagner les industries vers l'adaptation des emplois et ce que nous appelons une transition juste, nous les syndicats. Il y a deux facteurs importants à considérer pour faire le travail convenablement. La première chose, c'est une programmation convenable, c'est-à-dire avec des feuilles de route bien définies, des stratégies, des plans au niveau européen, bien entendu, avec le cadre réglementaire de l'Union européenne. Et également, il nous faudra également penser à des stratégies de transition juste, c'est-à-dire une programmation des développements sectoriels et industriels auxquels il faut songer et des stratégies de transition juste qui, en Espagne, a commencé par l'adaptation pour réduire la dépendance des centrales électriques, thermiques et nucléaires, mais il faut étendre ceci à d'autres secteurs comme le secteur automobile, de l'information, de l'aviation, des transports en général, et donc programmer, comme je dis, ces stratégies et accompagner tous ces processus pour que ceci se traduise en une création d'emplois nouveaux au niveau sectoriel et ainsi donner une possibilité aux travailleurs qui perdent leur emploi de pouvoir recevoir la formation et de pouvoir les replacer dans cette nouvelle
dans les nouveaux emplois qui seront créés. Et ceci, c'est quelque chose qui devra bien entendu se faire avec un dialogue entre partenaires sociaux, avec les gouvernements, avec les dirigeants d'entreprises. Et ça, c'est le cadre dans lequel la Commission Obreras essaye d'aborder ces processus qui sont compliqués. Et je n'ai plus grand-chose à ajouter. Merci beaucoup. Parole. Merci beaucoup pour cette intervention qui complète celle précédente et qui centre aussi voilà, la question sur, qui propose plusieurs points sur la question des opportunités ou des secteurs qui s'ouvrent avec la question de la décarbonisation, notamment, vous l'avez précisé, M. Camarero. Toujours la vision d'avoir une certaine vision stratégique et l'importance de soutenir les industries avec des plans qui parfois existent, parfois n'existent pas. Et je pense que sur ça, peut-être, on va pouvoir avoir un point de vue peut-être différent, en tout cas géographiquement complètement éloigné, et qui va venir compléter cette présentation pour l'instant basée, centrée sur l'Europe. Donc, je vais inviter Monsieur Ling Sung-hik à venir, qui est le secrétaire confédéral en charge des questions environnementales, climatiques et du transport de la Confédération KCTU de Corée du Sud. Donc, qui nous fait le plaisir d'être là, bien qu'il soit déjà tard en Corée. Et on vous remercie de prendre sur ce temps et d'être là avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Monsieur Lee. 대단히 반갑습니다. 사전 회의 때 이제 참석하지 못해서 충분히 그 이야기를 나누지 못했던 것이 많이 아쉽고요. 오늘 이 자리에서는 그 뭐 한국 사회에서도 이제 여러 가지 고민이 있지만 자동차 산업을 위주로 많은 고민들이 있고 거기에 대해서 이제 금속노조가 올해 가져가려는 사업 방향에 대해서 좀 소개를 시켜드리고 싶습니다. 잠깐 화면을 공유하도록 하겠습니다. 화면 공유가 안 되고 있는데. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on a un problème d'interprétation au niveau du coréen. On n'a pas du tout de retour sur le canal français. Est-ce que c'est la même chose dans les autres langues? C'est arrangé maintenant. Excusez-nous. On peut y aller là. Normalement, ça devrait marcher. Voilà, ça va. Est-ce qu'on peut Allez-y. voir ce qui se passe sur le canal français? Non, voilà, c'est en ordre. Monsieur, il peut maintenant. reprendre. Voilà, Monsieur de la CTU, il peut reprendre. Il faut lui demander de recommencer, parce qu'on n'a rien entendu. 제가 그 원래 이제 화면 공유를 하기로 되어 있는데. Alors. Ce sont un peu les aléas du direct et les questions de traduction. On essaye de pouvoir fournir le plus de traduction possible. Et d'ailleurs, on remercie les traducteurs qui font un très grand travail, mais ce n'est pas toujours facile à coordonner autant de langues et avec des gens aussi placés un peu aux quatre coins de la planète. C'est ce qui fait l'intérêt aussi de ces sessions Zoom, mais qui complique aussi les questions techniques. On espère d'ailleurs très bientôt pouvoir un jour se retrouver en présence et échanger de nouveau tous ensemble. Alors, je ne sais pas si je lis un peu le chat. Oui, il faut repartir là. C'est en ordre. Allez-y, on peut recommencer. On va peut-être alors essayer de retenter, puisque l'interprète nous demande d'essayer de retenter. Allons-y. Est-ce que, Monsieur Lee, vous pourriez peut-être recommencer? On est désolé, mais
pour essayer de voir si ça fonctionne cette fois-ci. Allez, d'accord. Monsieur Lee, on va repartir. On a eu un petit contretemps, mais on devrait pouvoir vous entendre maintenant. Donc, je vous redonne la parole. Merci. 지금 제가 이야기를 하면 될까요? 아니면 좀 기다려야 되나요? Alors, 네, 오늘 저희가 화면을 좀 공유하고 말씀을 드리려고 했는데요. 화면 공유가 되지 않아서 그냥 말씀 좀 드리도록 하겠습니다. 한국은 주로 이제 기후 désolé, je n'entends pas le relais. J'entends pas le relais vers l'anglais. Désolé, mais nous n'entendons pas le relais de l'anglais. Alors, on me dit qu'en français, ça ne marche toujours pas. Le relais de l'anglais ne fonctionne pas. Je n'entends pas. L'interprète français n'entend pas le relais de l'anglais. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Alors, bon. Nous sommes une société automobile. Je vais parler de la situation coréenne dans l'OEM. Nous avons énormément d'électrification et donc près de 10 000 emplois dans l'électrification ont été créés. Mais les moteurs à combustion, les emplois ont diminué de 25 000 têtes. Donc, si on regarde le nombre de sociétés qui produisent des voitures, nous pensons qu'il y a à peu près 3 000 sociétés qui produisent des pièces pour l'automobile vont disparaître. Si on regarde une industrie unique en parlant de la transition, il y aura un changement important dans l'emploi et donc il nous faudra un réseau de sécurité en place. Ce sera très important et donc le gouvernement pour le Green New Deal est en train de penser à des filets de sécurité, des politiques en ce sens. Mais lorsqu'on regarde cette nouvelle donne gouvernementale, il semblerait que le gouvernement reprend ce qui devrait être fait par les sociétés. Et plutôt que de venir avec des politiques de protection, en fait, les gouvernements pensent plutôt à des politiques de formation alternative. Le changement ne se produira pas d'un jour à l'autre, mais le gouvernement ne nous fournit que très peu de détails sur la manière dont ils vont procéder à cette nouvelle formation et très peu de détails également sur le Green New Deal, les effets sur l'emploi, etc. Dès lors, si vous regardez les engins, les moteurs à explosion, vous verrez qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être perdus et donc il faudra penser à des politiques permettant de réorienter ces travailleurs. Les politiques gouvernementales et les orientations du gouvernement, la KMWU a décidé qu'il devait présenter une contre-proposition à celle du gouvernement. Ce que nous disons, c'est que nous pensons qu'il nous faut avoir des principes pour une transition au secteur industriel pour pouvoir répondre au développement technologique. Les travailleurs doivent prendre une part active. Et lorsqu'il y a des changements écologiques ou lorsqu'il y a une décarbonisation nécessaire, nous avons besoin d'un nouveau mode de production qui soit harmonieux par rapport aux travailleurs et il nous faut pouvoir créer des emplois décents. Il nous faut penser à un processus permettant de résoudre les inégalités actuelles, ce qui ne peut aller que en faveur du public. Le KMWU cherche à réformer les institutions et les règlements en place de sorte à pouvoir permettre ce changement. Nous
Nous estimons qu'il nous faut une convention collective nationale pour la transition industrielle et nous pensons que les travailleurs doivent pouvoir avoir une sécurité sociale et lorsqu'il y a du chômage, il faut pouvoir penser à un filet de sécurité pour les travailleurs. Il nous faut donc exiger un accord de transition industrielle. Nous pensons que il nous faut prendre une attitude proactive plutôt par rapport à la transition. Et en deuxième lieu, la transition industrielle ne devrait pas être laissée uniquement à la discrétion des sociétés et des entreprises, mais la codétermination doit être clé, le facteur qui permet à ce qu'il y ait une solution à la situation. La codétermination doit pouvoir se faire de telle sorte à ce qu'elle renforce les droits des travailleurs, le contrôle des travailleurs et doit permettre de passer à un mode de production qui ne vise que le profit pour pouvoir avoir un système social où l'intérêt public est considéré également. En Corée, nous avons déjà un exemple similaire en ce qui concerne le filet de sécurité. Dans une province coréenne, le gouvernement a proposé un fonds de transition. Il y a une ordonnance qui régule ce fonds de transition, un fonds qui sera géré par différentes parties prenantes et dans laquelle les personnes touchées par la transition auront un mot à dire. Nous pensons que les travailleurs doivent pouvoir participer à ce processus de gestion du fonds de transition. Le gouvernement coréen appuie la transition que les sociétés, les entreprises poursuivent et c'est quelque chose à laquelle nous devons répondre. Et c'est une chose que nous devons considérer pour une transition juste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lee, et encore désolé pour ces difficultés techniques. Je crois qu'il devait y avoir un PowerPoint qui n'a pas pu apparemment être présenté, donc il vous est envoyé là. On pourra peut-être revenir tout à l'heure sur certains points, Monsieur Lee, si vous avez, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir à l'aide du PowerPoint, on pourra refaire une présentation un peu plus exhaustive. En tout cas, je crois que vous avez déjà soulevé pas mal de points aussi essentiels sur la situation coréenne, mais aussi plus largement sur d'autres. Ah, voilà, je vois le PowerPoint qui s'affiche. Donc, peut-être que s'il y a certains points sur lesquels vous voulez revenir maintenant, Monsieur Lee, je vous laisse l'opportunité de le faire, si vous voulez détailler un peu plus. Donc, si vous regardez cette diapositive PowerPoint, il s'agit ici de l'idée que nous avons pour une période de transition. Une des choses les plus importantes, c'est la première chose, c'est que nous ne savons pas combien de temps durera cette transition. Et le gouvernement parle de la création d'emplois, mais nous ne savons pas de quelle en sera l'étendue. Et pendant cette période de transition, il nous faudra un filet de sécurité très important. Et pour pouvoir créer ce filet de sécurité, il nous faut nous assurer que les gens puissent avoir un salaire de base, que les impôts soient en rapport, qu'il y ait
comment dire, politiques fiscales du gouvernement qui ne soient pas une barrière. L'éducation et la reformation sont importants, mais nous pensons qu'il faut penser d'abord à renforcer le filet de sécurité, un filet de sécurité sociale pour les travailleurs sur lequel nous devons insister. Et la dernière chose que je vais vous dire, ça c'est l'exemple dont je vous parlais dans la province de Hontom Tundo, où il y a un fonds qui a été créé pour financer une transition juste. Il y a plusieurs parties prenantes, les participations du gouvernement local, les syndicats qui participent, les organisations de la société civile également, dans le processus de décision sur la manière dont il faut gérer et utiliser ce fonds. Et ça, c'est une autre option que nous avons. Et c'est un défi que nous avons pour cette période. Donc, voilà, c'est avec cela que je conclue ma présentation. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour cette présentation et ce document. Juste très brièvement, pour reprendre quelques points qui me paraissent importants à mettre en perspective, le fait que vous présentiez la question de la transition et de l'évolution des emplois allant de pair avec la question de la protection sociale, la question d'un emploi, de bons emplois et d'emplois protégés, qui est aussi au centre, je crois, de beaucoup de préoccupations et de lutte aussi des salariés pour protéger ces emplois. Et on voit qu'on ne peut pas séparer ces deux questions. Et la question de la formation est aussi centrale dans ce que vous nous avez présenté. Sans prendre non plus plus de temps, j'aimerais partir cette fois-ci sur un autre continent et inviter Guillaume Valois, qui est membre du syndicat AIMTA du Canada, à venir nous présenter les enjeux de son syndicat et de la région. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Oui, chez moi, il est très tôt, donc je vais peut-être être un peu embrouillé, décousu, mais ça va s'améliorer avec le temps. Oui, c'est ça. Nous, pour ne pas recouper, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux qui se rejoignent, peu importe la région du monde dans laquelle on se trouve. Je vois qu'il n'y a pas d'anglais pour le moment. Est-ce que la traduction fonctionne bien? Ou c'était un vieux message, peut-être. Bref, je vais continuer. Tout ce qui est par rapport à la formation, à la transition aussi pour la question de la gestion des brevets, la recherche et développement, tout ça a déjà été dit, ça se recoupe. Je crois que nous, justement, par rapport Guillaume, je suis désolé de vous couper, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de traduction en anglais. C'est ce qui s'inscrit sur le chat. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai vu aussi. Est-ce que vous voulez que j'attende? Est-ce qu'on peut faire un petit point, voir si voilà, un problème avec le qu'on m'entend pas, ouais. Oui, français sur l'anglais. Encore une fois, on s'excuse, mais c'est vrai que c'est indépendant de nos volontés. Les traducteurs travaillent très dur aussi. Et ça prouve aussi les limites du virtuel parfois. On ne peut pas arriver à remplacer les interactions réelles. Mais en tout cas, je pense qu'on arrive en tout cas à avoir des échanges qui sont très, très riches et qui font écho, même si parfois les points divergent aussi, ce qui est intéressant de mettre en perspective aujourd'hui. On regarde un peu si ça améliorait du côté de l'interprétation en anglais.
Est-ce qu'on m'entend sur la chaîne en anglais ou pas? Est-ce que l'anglais, ça fonctionne? Apparemment, on n'est pas encore reparti. Ça fait, oui, c'est comme je le disais, ça fait partie de ces petits challenges. On va essayer de voir si ça peut être remis assez rapidement. Si ce n'était pas le cas, on devrait, j'ai l'impression qu'on devra peut-être continuer sans traduction à l'anglais, ce qui est bien sûr évidemment embêtant. Peut-être que c'est, si vous devez prendre un verre d'eau ou vous resservir un café pour ceux pour qui c'est le matin, c'est peut-être le moment. Oui, ça peut être aussi une solution. Alors, on me fait signe que l'intervenant pourrait parler en anglais et serait traduit en français, ce qui permettrait d'avoir le... Je suis en train d'expliquer sur le canal français ce que vous m'entendez, c'est l'un des interprètes. Nous avons un petit problème de communication avec ma collègue, ce qui veut dire que je vais poursuivre moi vers l'anglais et je vous demanderai de ne pas parler trop vite et de prendre ici en considération la fatigue accumulée depuis le début de la session. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Guillaume, à vous. Oui. Donc, je vais reprendre un peu du début. D'accord. OK. Je vais un peu reprendre en même temps. Je vais essayer de pas reprendre les arguments qui ont déjà ressorti pour essayer de gagner un peu le temps perdu avec les petits problèmes logistiques. Ce que je disais d'entrée de jeu, c'est que toutes les problématiques qui touchaient les brevets, la formation, la recherche et développement en lien avec la transition, je crois que c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu partout là, dans toutes les interventions, y compris au Canada. Il y a beaucoup d'initiatives ou de volontés qui sont mises de l'avant, des fonds publics qui sont investis dans certaines initiatives, mais c'est un peu décousu. Souvent, si c'est sans avoir consulté ou fait participer le travailleur à la base, quand il y a des nouvelles technologies ou quand il y a des nouvelles initiatives en matière de transition, bien, le brevet appartient plus souvent qu'autrement à l'entreprise privée aussi. Donc, ça, c'est un problème qui se retrouve un peu partout, je crois. Moi, le point, je crois qu'il n'est pas nécessairement ressorti non plus des autres interventions avant, c'est au niveau des travailleurs, de la main-d'œuvre. Ces gens-là, on a une approche à notre rôle comme syndicat, c'est une approche d'éducation, d'information, de mobilisation. Ces gens-là ont beaucoup de choses à perdre en acceptant de jouer, en acceptant de se mobiliser, de s'investir dans cette transition-là. C'est un peu une sécurité d'emploi qu'ils vont laisser derrière eux. C'est les conditions de travail. C'est confortable à quelque part. On peut continuer sur cette voie-là, continuer à faire le travail qu'on veut, ne pas nécessairement se mobiliser pour demander des changements pour le bien de l'environnement parce que on est confortable dans ce qu'on est. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation à faire. C'est pas simple. Puis, les lois du travail au Québec, au Canada, font en sorte que s'il y a une transition vers une autre industrie, on abandonne, par exemple,
la production de moteurs à essence, ben, ces gens-là perdent leur emploi, mais s'ils se retrouvent dans un autre secteur, ils ne sont plus nécessairement syndiqués. Donc, il y a des enjeux internes au niveau des lois du travail au Canada, au Québec, qui vont devenir créer des propres résistances internes à nos organisations. Il y a des enjeux de redéfinition. C'est pour ça que c'est important qu'en amont, il y ait un dialogue entre les acteurs, qui ait une mobilisation des membres, que l'éducation vraiment commence par la base, mais aussi qu'elle se transporte en parallèle sur le milieu politique pour que les ajustements législatifs viennent un peu supporter tout ça, pour que la transition se fasse, oui, sur le plan environnemental, mais vraiment aussi social, aussi législatif, sur le plan de représentation syndicale. C'est quelque chose qui est important. Nous, il faut qu'on tienne en considération. Dernièrement, dans les dernières années, on s'est beaucoup investi sur le plan politique pour promouvoir des nouvelles initiatives en matière d'environnement et d'aérospatial. Nos membres au Québec, au Canada, sont surtout dans le secteur aérospatial, transport aérien pour notre organisation. On a poussé beaucoup, particulièrement au Québec, pour initier des initiatives en matière de recyclage d'aéronefs. Au Canada, il n'y a pratiquement rien qui se fait en cette matière-là. Souvent, nos arguments, c'est écoutez, on est probablement dans les 5 endroits dans le monde où il se produit le plus d'avions. On en vend beaucoup, mais on n'en récupère aucun. Alors là, ce serait un enjeu important. Dans une matière de transition aussi, ces activités-là de récupération d'aéronefs, je crois que ça pourrait être un bon moyen de transition pour absorber peut-être des emplois, des gens qui pourraient se retrouver au chômage, ben, les rediriger vers ce type d'emploi-là, récupérer de la matière sur des aéronefs, le temps qu'on puisse suivre une formation ou autre. Ça, c'est un des exemples. Nous, on a fait plusieurs interventions au niveau politique, mais aussi à l'interne, et ça a eu un certain succès. Je crois que tout reste à faire, ce n'est pas encore concrétisé. Alors, c'est ça, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais couper dans ma présentation, question de ne pas répéter ce que mes collègues ont dit tantôt, puis qu'on puisse discuter avec tout le monde, là. Merci, merci beaucoup. Donc encore une fois, des points qui se rejoignent, et la question de la qualité de l'emploi, de la peur aussi de la perte de ces emplois, qui est bien sûr un thème qui revient souvent, qui est aussi le thème d'une prochaine table ronde de vendredi. Donc c'est vrai que quand on a ces conversations, on se rend compte que les choses sont liées et qu'il faut pouvoir les approcher de manière cohérente. Vous avez parlé aussi des moyens d'action, en tout cas pour essayer de faire entendre certaines revendications, le niveau politique. Et encore une fois, aussi l'importance d'avoir une vision stratégique et cohérente de la part aussi des pouvoirs publics. Donc, je crois que là, nous avons pu avoir une présentation assez exhaustive des différents enjeux de transition, reconversion, de la place de la question des travailleurs, de la démocratie aussi et du droit des travailleurs dans ces questions de transition. Et maintenant, on va peut-être pouvoir essayer de mettre en écho des propositions concrètes de reconversion qui ont été portées, elles, par les travailleurs, par les syndicats, qui ont réfléchi sur leur outil de travail pour être force de proposition face aux enjeux qui soient écologiques, mais aussi sociaux, et de plus-value sociale aussi de la production. Et tout de suite, je vais inviter Sylvain Delettre de la CGT Thales à nous présenter un peu le cas de Thales aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc là, je voudrais vous parler du groupe Thales et de son expérience réussie de diversification vers le médical. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, le groupe Thales, c'est un groupe d'origine française, mais européen et aujourd'hui largement mondial, qui fait de la défense, des équipements aéronautiques et de la sécurité.
Notamment, on équipe énormément de Boeing et d'Airbus. 2 avions sur 3 dans le monde atterrissent avec un radar Thales et on est sur cette expérience de diversification dans le médical qui est donc, que je vous relate. Quel est le point de départ? Donc, le point de départ, le point de départ, c'est une vente malheureusement classique. Oui, je dirais malheureusement, le point de départ, c'est une vente classique de la filiale Trixel de production de détecteurs. Pardon, je pense qu'on a un interprète retour. qui est dans le canal général du FLOR. Si on pouvait y remédier. Ou le canal français. Allez-y, Sylvain, pour voir. Donc, pour expliquer, historiquement, en 2012, on a une filiale à Grenoble, Trixel, qui fait la production de détecteurs de rayons X à très grande sensibilité, qui est donc un composant de base pour l'imagerie médicale scanner. Hein. On vend à tout le monde. Hein. Thales vend ces composants de base à l'ensemble des grands acteurs de l'imagerie médicale. Et donc, on se retrouve à une décision stratégique de la direction d'un recentrage sur le pur militaire. Et donc, le PDG annonce en 2012 la cession des composants de Trixel au prétexte que ce n'est pas une activité cœur de métier dans le groupe de défense et de sécurité. Donc, c'est une vente, je dirais, malheureusement très classique d'une activité, on va dire, minoritaire. Et aujourd'hui, à l'inverse, on se retrouve avec la création d'une branche médicale dans le groupe Thales. Donc, ce n'est pas un miracle, c'est juste le résultat d'une lutte de 9 ans. Alors, comment est-ce qu'il a été possible d'influencer une direction d'un grand groupe européen et mondial et les politiques associées sur la nécessité de garder des composants médicaux dans Thales et surtout de redévelopper une activité stratégique sur le médical? Bon, d'abord, on part évidemment de la lutte des salariés, c'est-à-dire c'est une lutte très classique défensive pour l'emploi et pour le site, évidemment. Les gens défendent leur outil de travail. Mais en même temps, c'est plus compliqué que ça, parce que sur le bassin d'emploi de Grenoble, on a tout un écosystème de recherche avec la présence du CEA, du Centre de recherche nucléaire, de la partie ST microélectronique pour les composants électroniques, toutes les universités de la région. Et donc, il y a tout un écosystème de recherche qui fait que les salariés de Thales peuvent s'appuyer sur les collègues. Et surtout, il y a une histoire d'intervention, tout un historique d'une culture d'intervention dans la gestion, c'est-à-dire que les salariés de Thales, aidés par la CGT, veulent non seulement garder leur emploi, mais veulent avoir une stratégie cohérente. L'idée, par exemple, que le groupe ne fasse plus que du militaire est un vrai problème pour les salariés de Grenoble. Donc on se bat aussi pour garder une stratégie cohérente dans le médical. Il faut savoir que la culture médicale dans le groupe Thomson, donc c'est l'ancien nom de Thales, et en France c'est très important puisque jusqu'en 1986, il y avait une branche médicale très développée et malheureusement, elle a été vendue à General Electric en 1986 et ça avait été un choc pour toute la communauté médicale. Donc là aussi, les salariés de Grenoble ne sont pas restés seuls, ils ont été voir toute la communauté médicale, on a participé aux congrès médicaux, on a été voir les médecins, les gens qui font les traitements, qui font les équipements, on a été discuter aussi avec les gens des centres universitaires hospitaliers, et on leur a expliqué qu'il y avait des composants en Europe qui faisaient de la détection de rayons X à très haute sensibilité, donc à très basse dose, ce qui est très bon pour le patient. Et donc, on a duré pendant 9 ans. Alors, pour durer pendant 9 ans, il a fallu créer un site web
qui s'appelle le site Imagerie d'avenir, où on a fait des bulletins d'information. On est parti du bulletin numéro 1 en 2012. Aujourd'hui, on en est au bulletin d'information numéro 10. Et on explique dans ce bulletin qu'il y a 2 projets portés par le syndicat CGT et les salariés de Grenoble, 2 projets industriels sur ces composants médicaux qui ont été labellisés, y compris par le gouvernement, puisque au sein du Conseil national de l'industrie en France, il y a les comités stratégiques de filière, donc on parle de filière industrielle, et donc 2 projets ont été labellisés dans la filière équipements médicaux. Et la direction du groupe aujourd'hui de Thales communique sur la création d'une branche médicale dans Thales. Donc on a complètement inversé la tendance avec des moments difficiles, hein, puisqu'il y a eu des moments de doute, hein, je ne cache pas. Mais ça veut dire qu'en allant voir les gens qui sont responsables et les gens qui sont concernés, notamment les hôpitaux, et en allant voir les politiques sur cette base-là, on a réussi à faire connaître la problématique. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est de recréer en Europe une branche de composants européens, donc localisés en Europe, qui ne dépendent pas, on parlait d'autonomie stratégique tout à l'heure, ou de filière industrielle. C'est bien le but, c'est que dans toute la problématique du contrôle de la santé, le fait de contrôler les composants de base, y compris, ça a aussi des impacts sur la cybersécurité et sur la confidentialité des données du dossier des patients. Voilà. Donc ça, c'est un exemple positif. En même temps, on voit bien qu'il y a des difficultés. Je donnerai juste le deuxième exemple qui est plus mitigé, plus négatif, où une filiale de Thales qui s'appelle Naval Group, donc qui fait toute la partie construction navale, a voulu depuis quelques années développer une nouvelle filière au niveau d'une production décarbonée, donc sur ce qu'on appelle les hydroliennes. Donc les hydroliennes, ce sont des centrales électriques immergées, donc sous l'eau, qui convertissent de l'électricité à partir des courants marins. Et donc c'est extrêmement intéressant parce qu'en plus, je dirais c'est moins gênant que des éoliennes, hein, à tout point de vue, et ça produit de l'électricité relativement décarbonée. Donc pourquoi à l'inverse, on a eu un échec, puisque malgré l'appui des syndicats, la direction du groupe, qui est d'ailleurs plus ou moins le gouvernement français, a décidé d'arrêter la R&D sur le sujet en disant que finalement, on avait des problèmes de trésorerie, on avait une année difficile, donc on a arrêté la recherche sur les énergies alternatives hydroliennes. Ce qui est dramatique, puisque c'est un non-sens, c'est-à-dire qu'en fait, là aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est le court terme financier qui fait que finalement, on arrête des recherches à long terme qui pouvaient avoir des débouchés sur des énergies alternatives. Donc ça, c'est la démonstration aussi qu'il faut une stratégie. On parlait aussi de stratégie publique et de financement public. Il faut que les gouvernements, l'Europe, enfin les institutions pilotent d'une certaine façon, comme des grands programmes, comme les grands programmes qu'on a connus, pilotent sur le long terme ces développements avec les salariés. Et peut-être en conclusion, je pense que le facteur de réussite, c'est l'intervention des salariés dans la gestion de la stratégie de l'entreprise. Merci beaucoup Sylvain pour cet exemple, ces 2 exemples en fait, qui déjà sont des exemples positifs, en tout cas celui qui a abouti, de lutte menée à bien et qui montre que d'une position aussi de défensive, de défense des emplois, les travailleurs et les syndicats ont su, grâce aussi à cette vision, déjà grâce à la connaissance de leur outil de travail, mais aussi à cette vision, à transformer leur production et à gagner finalement la protection de l'emploi tout en prenant part et en tout cas étant même leader de cette reconversion. Donc je crois que là, il y a des arguments et des choses à en sortir qui sont très importantes, qu'on va peut-être pouvoir
sur lesquels on va peut-être pouvoir discuter. Donc, vous avez montré aussi que ce n'est pas toujours gagnant, que même un État qui pourtant peut-être pourrait être intéressé par des filières vertes arrête la production ou en tout cas la réflexion sur ces turbines-là. Donc peut-être aussi là à réfléchir comment proposer s'allier sur ces plans de reconversion. Et je crois que pour compléter l'intervention de Sylvain, on va avoir une double intervention sur la question historique que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui avait à l'époque fait beaucoup de bruit et qui est assez emblématique de l'entreprise Lucas en Grande-Bretagne et qui marque encore aujourd'hui les esprits et qui continue d'inspirer. Donc, je vais inviter Hilary Wainwright, qui est chercheur et journaliste, à nous faire un petit point. Et elle sera ensuite accompagnée de Sam Mason du syndicat PCS au Royaume-Uni pour compléter cette intervention. Hilary, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes, et merci beaucoup à la CGT et aux autres organisations pour l'organisation de cette réunion. Je vais vous parler brièvement de l'histoire en elle-même et Sam vous parlera de ces réverbérations en quelque sorte, ces impacts. C'est une histoire d'il y a 30 ans environ et qui est encore très vivante et une référence. Et cela a trait à la contribution des ouvriers espagnols et cela en fait intéresse absolument tout le monde ici, c'est-à-dire la participation des ouvriers, des travailleurs. Et c'est un bon exemple d'une reconversion menée par les travailleurs. Et cela a trait aussi à la question de savoir pourquoi les multinationales sont passées à des secteurs moins profitables, sans doute. Simplement, et c'est un point de référence très inspirant et très positif comme expérience, de ce que les travailleurs ont pu développer des plans très cohérents qui avaient des implications antimilitaristes, entre autres. Mais il y a eu aussi beaucoup d'opposition, bien entendu. Les directions ont défendu leurs prérogatives et donc cela même sous un gouvernement Labour, travailliste. Et donc, brièvement, voici l'histoire. Je voudrais dire que je ne suis pas une travailleuse industrielle, je suis plutôt chercheuse et journaliste, mais on m'a demandé d'écrire sur cette expérience. Et donc, je peux toujours vous en faire un résumé, en anglais bien sûr. Un résumé de ce livre que j'ai écrit là-dessus. Le contexte était important. Il fait très chaud, même en Angleterre. Donc, le contexte est intéressant par lui-même. Ça se passe à la fin des années 70. L'industrie britannique vivait une sorte de crise. Elle se reposait encore sur ses lauriers impériaux. Et à la fin des années 70, il y a eu la reconversion, la réadaptation de l'industrie allemande et dans d'autres pays d'Europe également. Et les travailleurs y défendaient non seulement l'emploi, mais leur marge.
et les directions, bien entendu, faisaient la même chose. Les travailleurs, donc, se voyaient devant des fermetures d'usines, entre autres, particulièrement dans l'industrie du glucose. Et les travailleurs, en fait, étaient très bien organisés, ils étaient très forts. Après 20 ans de boom économique, ils étaient très bien organisés au niveau de chaque usine. Les travailleurs de base, ceux de l'administration, du design, de la recherche, étaient tous réunis en syndicats au travail. Et donc, elles se sont mises en rapport au travers des diverses firmes, et donc ça a fait un réseau, un grand réseau très puissant. C'est donc cela le contexte. Et lorsque ces travailleurs à tous les niveaux étaient forts, capables, bien formés et avaient démontré leur utilité publique. En même temps, il y avait une atmosphère, un mouvement s'occupant déjà de la protection de l'environnement à la fin des années 70 toujours. Et on a vu apparaître de nouvelles formes d'intervention gouvernementale au sein de l'industrie. Toujours le contexte, donc. Face à ces fermetures, à ces licenciements, Tony Benn, le ministre de l'Industrie, a voulu contacter les travailleurs et les syndicats et discuter avec eux la question de nationaliser ou pas telle ou telle organisation. Et donc, il y a eu une discussion au niveau du syndicat. Que faire? Qu'allons-nous faire? Que répondre? Quel plan adopter? Et la conclusion clé était celle-ci. Nous devons absolument avoir notre propre plan et pas celui du gouvernement ou de l'industrie elle-même. Ils ont donc demandé le conseil des universitaires. À 120 universitaires auxquels ils se sont adressés, 3 seulement leur ont répondu. Et donc, ils se sont demandé vers quoi ils devaient se diriger. Et ils se sont dit, nous avons la connaissance nécessaire, nous avons les capacités qui sont les nôtres, nous pouvons très bien demander à nos membres ce qu'on peut encore produire, concevoir, étant donné que nous avons toutes les aptitudes nécessaires pour ce faire. Donc, ça a été un plan très détaillé, très exemplaire en plus que ce cas-là. Et ça a commencé par une reconnaissance de ce que l'on pourrait appeler leur connaissance profonde, la façon dont ils travaillent. Et c'est une méthodologie qui s'est avérée importante dans leur plan. Les équipements, les ressources, certes, mais surtout la réflexion d'abord. Et puis, au lieu de leur demander d'expliquer les alternatives possibles, l'idée a été de demander aux travailleurs de concevoir eux-mêmes ce qu'il fallait faire. Ça a été donc la marche à suivre. Et puis, il y a eu des prototypes qui ont été créés. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les détails de cela. Ce n'est qu'un résumé. Et en fait, ce qui est très commercial maintenant, l'énergie solaire,
les voitures hybrides, etc. Tout cela a un aspect très commercial, mais à l'époque, l'important, c'est que ce que l'on devait produire pour le gouvernement est passé de l'aspect militaire à l'aspect environnemental. Et il a fallu pour cela l'accord des directions. Et les directions n'étaient guère disposées à négocier. Leur prérogative était tellement forte que pratiquement ils se disaient mais comment est-ce que ces travailleurs osent nous demander de changer ce que nous produirons. Donc finalement, le gouvernement, Tony Benn a été renvoyé et le gouvernement n'a pas été disposé à s'opposer aux directions, à la direction. C'est un exemple donc qui a eu un écho énorme parce que les gens voulaient vraiment que l'on s'éloigne des productions essentiellement militaires dans le contexte de la guerre froide. Donc, il y a aussi un aspect moral là-dedans, de passer d'une économie militariste à une économie plus environnementale. C'est donc un modèle de production plus sociale mené par les travailleurs, un changement de modèle et une idée déjà de ce que pourrait être une planification démocratique. Bien sûr, il ne s'agit pas de la planification sectorielle dont a parlé le collègue espagnol, ni de micro-plans. Mais je pense que ce qui est important, c'est les liens entre la planification démocratique et les organisations de travailleurs. Et d'un syndicalisme où les travailleurs ne sont pas vus uniquement comme des producteurs, mais comme aussi des créateurs, des conceveurs, concepteurs. Il y a beaucoup de points là-dedans et je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. Je crois que, comme Hilary l'a dit, cet événement a eu un impact très fort au Royaume-Uni depuis les années 70. En 2016, nous avons eu des célébrations, des conférences du mouvement syndical qui en ont parlé, mais pas seulement, qui en ont tiré les leçons de cette expérience. Et puis, bien sûr, il y a eu les crises, l'automatisation aussi, la crise des tarifs. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui en termes de reconversion, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'empêcher une perte d'emploi pour les travailleurs, mais de les faire s'organiser et se développer différemment. La création en quelque sorte de nouveaux syndicats, de par la façon dont on s'organise. Il ne s'agit pas seulement de trouver des emplois nouveaux, et je crois que si on parle d'une transition, je crois que c'est un exemple à suivre. Il faut expliquer, dialoguer, communiquer, faire des actions beaucoup plus transformatrices, étant donné ce qui se passe dans nos sociétés qui sont elles-mêmes en grande transformation. Et tout cela toujours dans un contexte le plus démocratique possible. On le voit chez nous, aux États-Unis et dans beaucoup de pays.
C'est donc une transition, certes, mais où il faut considérer ce que peuvent faire les travailleurs et qui, bien entendu, doivent être au centre même de ce qui se fera. L'année dernière, dans mon propre syndicat, étant donné la pandémie, nous avons développé ce que nous avons appelé un plan de développement de l'aviation, c'est-à-dire d'utiliser et d'améliorer les connaissances des travailleurs dans les secteurs aéronautiques et des transports en général. Et cela donc aussi pour attirer l'attention du public et l'intéresser. Nous avons senti d'excellentes vibrations aussi au sein des conseils des syndicats. Il y a eu aussi la même chose dans le secteur du logement. Comment diversifier les logements et puis aussi les questions d'armement en rapport avec ce qui se passe en Palestine, où nous avons énormément de besoins qui ne sont pas couverts et où les travailleurs ne sont pas protégés. Donc, il est utile, je crois, dans nos débats, de ne pas toujours parler de la base industrielle, mais qu'il y a bien d'autres secteurs dans lesquels il faut agir. Nous voyons maintenant au niveau mondial, étant donné la pandémie, tout ce qui se passe, les emplois qui se perdent, c'est donc un moment où il faut pouvoir utiliser ces exemples à succès du passé, les plans, les transitions qui doivent être mises en œuvre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à Hilary et Sam pour ces exemples et avoir un peu disséqué de plus près aussi les conditions qui ont apporté ces propositions. Donc, Hilary l'a bien présenté, les années 70, donc un moment syndical fort qui a permis de coordonner aussi ces actions, d'avoir un impact dans la société plus large. Mais encore une fois, ce que présentait aussi, il me semble, Sam, et ce dont a parlé aussi Sylvain, c'est la dialectique qui peut exister justement entre la question de transition environnementale, la crise et les crises qui sont aujourd'hui très présentes, et les forces syndicales qui sont les travailleurs, comment peuvent être au centre de ces réponses, et pourquoi pas aussi entraîner justement un mouvement syndical à prendre une place centrale et à peut-être s'amplifier et peut-être pas forcément le montrer comme être sur une position d'attaque, de passer d'une position défensive à une position d'attaque. Et c'est vraiment, je trouve, des exemples qui sont très inspirants. Et on a beaucoup de questions, et donc j'ai envie de passer aux questions du public pour rendre un peu cette discussion encore plus animée. On a eu une première question qui, je me rappelle, traitait de la question des questions d'échanges internationaux, de traités de libre-échange,
qui continuent de pulluler. On a, enfin, en tout cas, d'être très présent. On a aujourd'hui une Union européenne qui discute de ces questions avec le Mercosur. Est-ce que la question, c'était de savoir si c'était des freins à la transition ou à la reconversion? On avait aussi une autre question sur quels sont pour vous les bons exemples je les prends un peu comme ça, j'en prends deux ou trois, et puis vous pourrez répondre à celles qui vous inspirent. Donc, quels peuvent être les bons exemples de transition, de proposition, de planification, ou en tout cas de transition, de plan de transition proposés dans les différents secteurs, ou au sein, donc au sein peut-être même d'entreprises, ou au niveau plus large. Et finalement, il me semble qu'on avait une question sur le lien, l'importance du lien et du rapport entre les syndicats et la question de la recherche, du lien avec les scientifiques. C'est apparu plusieurs fois dans les interventions, l'importance de la R&D, de la recherche et développement. Est-ce que comment vous abordez, vous, cette question? Est-ce que vous voyez là un lien fort à faire, et comment peut-être? Donc voilà, je vais laisser le temps de réfléchir, et vous pouvez lever la main. Vous avez le petit bouton qui vous permet de lever la main sur votre écran pour les panélistes, pour vous annoter, et je vais prendre un tour. Je vois Carlos, oui, c'est bon, j'ai une liste qui s'affiche. Donc, je crois que j'avais en premier Carlos qui levait la main. Oui, je vais essayer de répondre à la question sur les exemples de bonne transition. Merci, je vais essayer de répondre à la question en me concentrant on ne sur peut pas dire que les résultats de bons plans de aient été transition. vraiment excellents. Dans mon Mais pays, en par Espagne, contre, il est vrai nous avons eu de très bons qu'on résultats, planifie depuis mais il est vrai longtemps que la transition énergétique. énormément de temps. Il y a plusieurs décennies, il y a eu des plans pour les mines de charbon. Permettant une bonne et transition. je crois nous avions des plans pour que les résultats n'ont pas été excellents, parce que dans les zones minières, l'emploi n'a pas suivi la tendance de la perte d'emploi, à tel point qu'il a fallu réactiver les zones et créer de nouvelles entreprises. En outre, je crois qu'on doit parler de la résistance de ces territoires, des secteurs des travailleurs, à accepter la fin du charbon, qu'elle était toute proche, qu'il y avait une date fixée par l'Union européenne, en fait, et que donc ceci affectait la réalité de ces travailleurs. Et cela a eu donc des conséquences. On n'a pas pu prévoir toutes les mesures d'appui nécessaires pour la zone. Aujourd'hui, cependant, il y a un bon cadre de transition pour ces centrales nucléaires, qui est fondé sur des plans de transition justes pour les zones précises, ces installations et leurs installations, mais les choses vont très lentement. C'est un processus très lent, très participatif, ça oui. Il y a toutes sortes de projets de réactivation, des projets énergétiques, etc., etc. Et cependant, ces installations progressent très lentement, et on attend d'ailleurs maintenant les fonds européens du plan de récupération et le plan